Mes parents ont refusé mon opération, mais mon nouveau tuteur était la dernière personne que j'aurais imaginée. Je me souviens de l'odeur de caoutchouc brûlé, de la morsure de l'air froid coupant mes poumons, et des voix désespérées qui criaient les unes par-dessus les autres. Mais par-dessus tout, je me souviens de la phrase qui s'est gravée dans mes os. Une phrase que je n'ai entendue que plus tard, quand l'infirmière me l'a finalement rapportée. Si elle meurt, prévenez-moi. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. C'étaient les mots de ma mère. Ma propre mère, qui a dit ça alors que je gisais, écrasée dans une voiture enchevêtrée, pendant la semaine de Thanksgiving. Et c'est cette nuit-là que tout a changé, ma famille, mon avenir, et le sens du mot « tuteur ». Les gens supposent souvent que la vie militaire vous endurcit, qu'un uniforme de la Navy vous anesthésie en quelque sorte à la douleur. J'aimerais que ce soit vrai. À 31 ans, après 12 ans au service de mon pays, rien ne m'avait préparé au genre de blessure qui ne saigne pas, celle qui vient de la maison. L'accident s'est produit un mercredi soir gris, la veille de Thanksgiving. Je venais de terminer un long service sur la base de Norfolk et je rentrais chez mes parents à Chesapeake. C'était censé être un trajet facile, 40 minutes, peut-être 50 avec le trafic des fêtes. Je n'étais pas vraiment enthousiaste, mais je m'étais dit que je devais me montrer. Après tout, Thanksgiving était la seule fête que ma mère insistait pour transformer en grand événement, plus pour la réputation que pour la famille. Et moi, comme une idiote qui espérait encore quelque chose de chaleureux, j'avais décidé d'y aller. Le ciel crachait déjà une pluie fine quand je me suis engagée sur l'autoroute I-64. Vous savez, ce genre de bruine qui donne à l'asphalte l'aspect du verre noir. Le genre qui trompe vos phares et les fait se refléter vers vous. C'était ce genre de nuit. J'ai resserré ma prise sur le volant, baissé la radio et me suis dit de me concentrer. La circulation avançait à un rythme régulier. Des monospaces remplis d'enfants se rendant chez leur grand-mère, des pick-UPS transportant des sacs de courses et des tartes, des militaires comme moi essayant d'éviter le pire de la tempête. C'était presque paisible pendant un instant, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai repéré le camion dans la voie d'accent grave côté juste au moment où son arrière a commencé à déraper. Un gros Ford blanc, le train arrière glissant comme une queue fouettant l'eau. Peut-être avait-il heurté une plaque de verglas. Peut-être avait-il freiné trop tard. Peut-être regardait-il son téléphone. Quelle qu'en soit la raison, il a perdu le contrôle et il fonçait droit sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. L'impact a percuté ma portière côté conducteur avec un fracas assourdissant. Le monde a basculé sur le côté. Le métal a hurlé. Le verre a explosé. Mon corps a été projeté en avant, puis ramené en arrière par la ceinture de sécurité. Et puis, tout est devenu silencieux, comme si le monde avait été plongé sous l'eau. Quand le son est revenu, c'était par bribes. Un klaxon retentissant quelque part, une femme qui criait, quelqu'un qui frappait à ma fenêtre, l'odeur d'essence et de pluie. Ma vision devenait floue par intermittence. Et pendant une seconde, je ne savais pas où j'étais. Mon bras gauche était engourdi. Mes côtes me poignardaient à chaque respiration. Madame, madame, restez avec moi. La voix d'un homme, pas paniqué, mais concentré. Ne bougez pas. On va vous sortir de là. Je voulais parler, mais ma bouche ne formait que des formes, aucun son. Un ambulancier s'est glissé à mi-chemin dans le cadre de la portière brisée, éclairant mes yeux avec une lampe. Je me souviens de son souffle formant de la buée dans l'air froid alors qu'il criait pour un brancard. Possibles blessures internes. La tension chute. Il a pressé une compresse contre mon front. Je ne m'étais même pas rendu compte que je saignais. La pluie froide sur mon visage aurait dû me ramener à la réalité, mais tout semblait lointain. Le monde a commencé à s'assombrir sur les bords, comme si quelqu'un baissait un variateur de lumière. Madame, quel est votre nom ? J'ai essayé de répondre. Votre nom, madame, restez éveillée. Ma voix est finalement sortie, éraillée. Ellie. Ellie, on vous emmène aux urgences. Avez-vous de la famille qu'on peut appeler ? J'ai murmuré, mes parents, Thanksgiving. Ce furent mes derniers mots avant que tout ne devienne noir. Quand j'ai repris conscience un court instant, j'ai vu des lumières vives au-dessus de moi, des lumières chirurgicales, froides et blanches, des gens qui criaient,
un masque qu'on abaissait sur mon visage. Ma poitrine était serrée, et l'air était trop épais pour que je puisse l'inspirer. Je crois que quelqu'un a dit quelque chose à propos de la pression sanguine qui s'effondrait. Puis, une fois de plus, rien. Ce n'est que plus tard que j'ai appris ce qui s'était passé pendant l'heure où j'étais inconsciente. Le protocole exigeait que l'hôpital contacte mes contacts d'urgence. Mes parents. Je n'avais jamais retiré leur nom, bien que Dieu sache que j'aurais dû. Une infirmière m'a raconté plus tard que le médecin avait d'abord appelé ma mère. C'était en plein milieu de leur fête de la veille de Thanksgiving, une collecte de fonds dont elle se vantait depuis des semaines. Le médecin a expliqué que j'avais besoin d'une opération d'urgence, que j'avais une hémorragie interne, un poumon perforé et probablement une rate éclatée. Il lui a dit que c'était une question de vie ou de mort. Et ma mère biologique, a ri. S'est-elle encore fourrée dans le pétrin, a-t-elle dit, puis plus fort, à la salle remplie d'invités, vous voyez à quoi j'ai affaire. Quand le médecin a répété l'urgence de la situation, elle a soupiré de façon théâtrale et a dit, si elle meurt, prévenez-moi. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Mon père n'a pas été meilleur. Il a dit au médecin, elle a 31 ans. Elle prend ses propres décisions. Ne nous mêlez pas à ça. Puis il a raccroché. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas demandé si j'allais vivre ou mourir. Certains parents apportent des gratins aux urgences. Les miens ont apporté de l'indifférence. Mais ce refus, leur refus froid et sans cœur, a mis en branle la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, que quelqu'un d'autre se manifeste. Quelqu'un qui se souciait plus de ma vie que les gens qui m'avaient créé. Je ne savais encore rien de tout ça. Quand je me suis finalement réveillée pour de bon, des heures plus tard, j'étais dans une chambre d'hôpital faiblement éclairée, branchée à des moniteurs. Ma poitrine me brûlait. Ma cage thoracique semblait enserrée dans du fer. Ma gorge était irritée par les tubes. J'ai cligné des yeux en regardant les dalles du plafond et j'ai essayé de rassembler les fragments de mes souvenirs. Au début, j'étais juste confuse. Puis j'ai paniqué. Puis j'ai vu la planchette à pince. L'infirmière m'a vu m'agiter et s'est approchée doucement. Doucement, ma chérie. Vous êtes en sécurité. L'opération s'est bien passée. J'ai croassé, mes parents. L'infirmière a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Ils ont été contactés, dit-elle doucement, mais ils ne sont pas venus. Mon cœur s'est brisé, mais avant que je puisse parler, elle a ajouté, vous aviez quelqu'un ici, cependant. Quelqu'un qui a signé pour vous. J'ai froncé les sourcils. Qui? Elle a tourné la planchette pour que je puisse voir. Sous tuteur légal désignation d'urgence, se trouvait un nom. Un nom qui n'avait aucun sens. Un nom qui n'était pas celui de mes parents. Un nom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Et c'est là que la véritable histoire a commencé. Je plissai les yeux pour regarder la planchette, les lettres dansant devant moi. Les analgésiques et l'anesthésie rendaient la pensée difficile, mais ce nom. Ce nom a percé le brouillard comme un projecteur. Harold G. Bennett. Pendant une longue seconde, je n'ai pas compris. Puis mon esprit l'a lentement associé à un visage, un vieil homme aux yeux bienveillants, au sourire en coin, et à cette façon têtue d'insister qu'il n'avait pas besoin d'aide alors qu'il en avait manifestement besoin. Monsieur Bennett, ai-je murmuré. L'infirmière a eu un petit sourire. Alors, vous le connaissez? Il a insisté pour être là. Il est resté assis juste là une bonne partie de la nuit. Elle a fait un signe de tête vers le fauteuil visiteur à côté de mon lit. Une fine couverture était soigneusement pliée sur la coudoir. Un gobelet en polystyrène gisait dans la poubelle. Des souvenirs ont refait surface. Je connaissais Harold Bennett d'un programme de bénévolat que j'avais fait hors de la base quelques années auparavant, pour rénover les maisons de vétérans vieillissants. Sa petite maison en briques de plein pied était sur notre liste. La rampe d'accès pourrissait, la main courante était lâche, et il était trop fier pour se plaindre à qui que ce soit. Je me souviens m'être agenouillé sur son perron, en jean de travail, une perceuse électrique à la main, alors qu'il essayait de m'offrir de la limonade et insistait sur le fait qu'il pouvait encore manier un marteau malgré sa mauvaise hanche.
Il m'avait raconté des histoires sur la Corée, sur mon grand-père qui avait servi aussi. Je ne savais même pas qu'ils avaient été dans la même unité avant ce jour-là. J'avais passé 1 heure de plus à m'assurer que sa rampe était solide, les vis bien serrées, les planches de niveau. Avant de partir, il m'avait serré la main avec une force surprenante et avait dit, « Si jamais tu as besoin de quelque chose, marin, tu appelles le vieux Harold. On prend soin des nôtres. » À l'époque, j'avais souri, l'avais remercié, et j'avais supposé que c'était juste une phrase que les anciens vétérans disaient. Je n'aurais jamais imaginé qu'il le pensait littéralement. Où est-il? Ai-je demandé, ma voix encore rauque. Il est rentré se reposer, dit l'infirmière. Il ne voulait pas partir, mais nous l'avons convaincu que vous étiez stable. Elle a hésité, puis a demandé doucement, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Des images ont défilé comme un film cassé. Le camion qui dérape, l'impact, les lumières, le masque qui descend. Accident, ai-je murmuré. En voiture, sur le chemin du retour pour Thanksgiving. C'est exact, dit-elle gentiment. Vous avez de la chance, vous savez. Hémorragie interne, rate lacérée, côte fêlée. On a failli vous perdre. Elle a ajusté un tube près de mon bras. Si M. Bennett n'avait pas signé les formulaires de consentement, l'opération aurait été retardée. J'ai dégluti, la bouche sèche. Mes parents. Ils n'ont pas signé. Ses yeux ont fui, et elle s'est affairée avec ma perfusion. Ça m'a tout dit. Nous les avons joints, dit-elle prudemment. Mais ils ont refusé d'être responsables. Monsieur Bennett était ici pour rendre visite à un autre patient. Il a entendu le médecin se disputer au téléphone et a reconnu votre nom. Il est intervenu. J'ai senti quelque chose en moi s'effondrer, tandis qu'une autre partie se durcissait. Mes parents ont refusé d'être responsables. Les mots sonnaient si cliniques, comme s'il ne s'agissait que de paperasse, mais en dessous, la vérité était pourrie. Ils avaient choisi une fête plutôt que ma vie, le champagne plutôt que la chirurgie, les applaudissements plutôt que leur propre fille. Sont-ils venus plus tard? Ai-je réussi à articuler? Elle a secoué la tête. Pas encore. Après une pause, elle a ajouté, nous sommes encore dans les premières 24 heures. Peut-être qu'ils viendront. Son ton indiquait clairement qu'elle n'y croyait pas vraiment. J'ai de nouveau regardé le nom sur le dossier, nouveau tuteur légal, Harold G. Bennett. Cela aurait dû me paraître étrange de voir le nom d'un vieil homme là où celui de mes parents avait figuré toute ma vie. Au lieu de cela, cela me semblait juste. Honnêtement, c'était comme si l'univers avait enfin corrigé le tir. Les jours qui ont suivi se sont fondus en une lente douleur faite de médicaments, de contrôle des signes vitaux et du bip doux des moniteurs. Mon incision me brûlait chaque fois que je bougeais. Respirer trop profondément m'envoyait des couteaux dans les côtes. Le sommeil venait par fragments. Mais à travers ce brouillard, M. Bennett s'est présenté, sans faute. Il est arrivé l'après-midi suivant, sa vieille casquette de la Navy à la main, délavée, effilochée sur les bords, et un sac en plastique suspendu à son poignet. « Tu as meilleure mine que ce qu'ils disent », annonça-t-il en entrant comme s'il était chez lui. Sa voix était graveleuse mais chaleureuse. Mais bon, les infirmiers militaires exagèrent toujours pour se sentir importants. J'ai réussi un faible sourire. Pas la bonne branche, monsieur. C'est un hôpital civil. Médecins, infirmiers, ce sont tous des faiseurs de miracles pour moi, grogna-t-il, puis s'adoucit. Comment tu te sens, Ellie? Endolorie, confuse, ai-je admis. Il a hoché la tête, s'asseyant dans le fauteuil avec un petit grognement. Eh bien, tu t'es fait percuter par un camion et le Seigneur a décidé qu'il n'en avait pas encore fini avec toi. La confusion fait partie du lot. Le sac en plastique a craqué alors qu'il le posait. Je me suis dit que tu en aurais marre de la nourriture d'hôpital. Je t'ai apporté de la soupe au poulet maison. Le médecin a dit que tu n'es pas tout à fait prête pour les solides, mais on peut au moins faire en sorte que cet endroit sente la cuisine au lieu de l'usine d'eau de Javel. Les larmes m'ont piqué les yeux avant que je puisse les retenir. Ce n'était pas seulement la soupe. C'était la façon dont il a dit « on », comme s'il était là-dedans avec moi, comme si je n'étais pas seule. « Pourquoi avez-vous signé » ai-je demandé doucement.
Vous n'étiez pas obligé. Vous me connaissez à peine. Il a étudié mon visage un long moment. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu as réparé cette rampe devant chez moi? Que tu appellerais si tu avais besoin de quelque chose, ai-je dit. Il a souri tristement. Non, j'ai dit, on prend soin des nôtres. Ton grand-père m'a sauvé la peau plus de fois que je ne peux compter. Il parlait de toi, tu sais. Pas par ton nom, car tu n'étais pas encore né. Mais il parlait de sa famille comme si c'était de l'oxygène. Il disait que s'il avait un jour des petits-enfants et qu'ils finissaient en uniforme, il veillerait sur eux où qu'ils soient. Ma gorge s'est nouée. Je n'avais jamais entendu cette histoire de la part de mes parents. Pour eux, mon engagement dans la Navy avait été une source d'embarras, pas un héritage. J'ai fait ce que tout homme avec une colonne vertébrale et une conscience aurait fait, a-t-il poursuivi. Le médecin a dit que tu mourrais sans opération. Tes parents? Sa mâchoire s'est crispée. J'ai entendu ta mère sur haut-parleur. Si elle meurt, prévenez-moi. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. C'est ce qu'elle a dit. L'entendre confirmer à voix haute m'a frappé plus durement que prévu. C'était une chose de l'apprendre indirectement par une infirmière. C'en était une autre de l'entendre répéter par l'homme qui avait signé à la place de mes parents. Je suis désolé que vous ayez eu à entendre ça, ai-je murmuré. Il a secoué la tête. Je suis désolé que tu aies eu à vivre avec des gens capables de dire ça. Nous sommes restés silencieux un moment. Les machines bipaient et un aide-soignant poussait un chariot à l'extérieur. Au bout du couloir, la télévision de quelqu'un diffusait un vieux jeu télévisé. Je ne comprends pas, ai-je dit. Quelle sorte de parents? Il a soupiré et s'est adossé, grimaçant à cause de sa mauvaise hanche. Certaines personnes se soucient plus de l'apparence des choses que de ce qu'elles sont. Une fille en uniforme ne correspond pas à l'image qu'ils ont soigneusement construite. Il a prononcé le mot « construite » comme s'il avait un goût amer. Une fille malade, c'est encore pire. J'ai pensé au dîner de Thanksgiving de mon enfance, à la dinde parfaitement rôtie, au couvert coûteux, à la façon dont ma mère répétait ses toasts devant le miroir, ma sœur Stéphanie dans ses robes de créateur, mon père parlant à ses collègues de « mes filles », comme si nous étions des trophées sur une étagère. Je me suis aussi souvenu des années où ils avaient oublié de mentionner que j'étais en déploiement parce que cela ruinait leur photo de famille complète pour les fêtes. Peut-être que cet accident ne les a pas changés, ai-je réalisé. Peut-être a-t-il simplement révélé qui ils avaient toujours été. Le 3e jour, une assistante sociale est entrée avec plus de paperasse. Son ton était gentil mais clinique alors qu'elle expliquait que légalement, mes parents pouvaient contester la décision de tutelle temporaire, mais qu'ils n'avaient pas appelé une seule fois. Elle m'a demandé si je voulais garder M. Bennett comme contact d'urgence à l'avenir. Je l'ai regardé. Il a haussé les sourcils comme pour dire, c'est toi qui décides, gamine. Oui, ai-je dit fermement. Gardez-le. Retirez mes parents de tout. L'assistante sociale a hoché la tête, prenant une note. Nous pouvons mettre à jour vos dossiers, y compris médicaux, si vous signez ici. Elle a fait glisser un formulaire vers moi, et j'y ai apposé ma signature tremblante. C'était plus que de l'encre sur du papier. C'était comme tracer une ligne dans le sable, silencieuse, mais permanente. Ce soir-là, mon téléphone a vibré pour la première fois sur la table de chevet. Je ne savais même pas où il était. Une infirmière avait dû le récupérer dans mes affaires. 6 appels manqués de numéros inconnus. Un de ma sœur Stéphanie. Pas de message, pas de SMS disant « Es-tu en vie ?» Juste le silence. J'ai fixé l'écran, puis je l'ai retourné. « Je serai là demain », a dit M. Bennett en se levant pour partir, s'appuyant sur sa canne. « Repose-toi bien, lieutenant. » J'ai réussi un sourire fatigué. C'est juste Ellie, en ce moment. Il a secoué la tête. Non, tu as mérité ce grade. Ne laisse personne, famille ou autre, te le faire oublier. Après son départ, je suis resté allongé, écoutant le ronronnement du chauffage et le tic-tac doux de l'horloge murale. Mon corps me faisait mal, mais une autre douleur grandissait, plus vive, plus froide.
C'était le début de quelque chose que je n'avais jamais ressenti envers mes parents auparavant, quelque chose qui allait au-delà de la blessure et entrait dans un territoire plus calme, plus dangereux. Je n'étais plus seulement leur fille déçue. J'étais une femme qui avait failli mourir et qui avait été sauvée par un étranger alors que ses propres parents s'étaient détournés. Et qu'ils le sachent ou non, il y aurait une heure des comptes. Si la douleur a un son, c'est le bip lent et régulier d'un moniteur cardiaque tard dans la nuit. Si la solitude a une odeur, c'est le léger relent d'antiseptique mêlé au café bon marché de la cafétéria qui flotte depuis un couloir où personne ne vient vous voir. Le 4e matin à l'hôpital, la lumière du soleil filtrait à travers les stores en fines rayures. Pour la première fois depuis l'accident, le brouillard dans ma tête commençait à se dissiper. Mon corps semblait toujours lourd, cousu de douleur. Mais mon esprit, lui, se réveillait, reconstituant une image que je ne voulais pas regarder. Mes parents n'étaient pas venus une seule fois. Pas de fleurs, pas de cartes, pas d'appel, pas même un SMS pour faire semblant de s'en soucier. Si je fermais les yeux, je pouvais presque entendre la voix de ma mère à sa fête de Thanksgiving. Vive, théâtrale, dédaigneuse. Si elle meurt, prévenez-moi. Elle l'avait probablement dit avec un verre de vin à la main et un sourire répété devant le miroir. Cette pensée me faisait plus mal à la poitrine que mes côtes cassées. On a frappé doucement à ma porte, assez doucement pour ne pas me faire mal à la tête. Je m'attendais à une infirmière pour les signes vitaux ou une autre série de prises de tension. À la place, c'était Monsieur Bennett, portant la même casquette de la Navy délavée, une chemise en flanelle propre et un petit thermos à la main. « Tu as meilleure mine aujourd'hui », dit-il avec un sourire qui creusait les rides autour de ses yeux. « Tu as repris des couleurs. C'est une victoire. » J'ai essayé de me redresser, j'ai grimacé, et il s'est immédiatement approché. Doucement, marin. T'es recousu comme une dinde de Thanksgiving. Ne va pas t'ouvrir pour moi. Je me suis laissé retomber contre l'oreiller. Ils disent que je pourrais peut-être m'asseoir complètement demain. C'est bien, dit-il en tirant le fauteuil. Le progrès, c'est le progrès. Il posa le thermos sur la table de chevet. Je t'ai apporté plus de soupe. La bonne. Pas cette flotte qu'ils servent dans des plateaux en plastique. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça, dis-je doucement. Je le pensais. Mais en même temps, non. J'avais besoin que quelqu'un, n'importe qui, soit là. Son visage se crispa avec une pointe de tristesse. Peut-être que je ne suis pas obligée, mais j'en ai envie. Et avoir envie, ça compte pour quelque chose. J'ai dégluti difficilement. Merci. Nous avons parlé un moment du temps qui se refroidissait, de sa vieille hanche qui le faisait souffrir, de la base où il s'était entraîné avant la Corée. Il connaissait les anciennes casernes, le poste de garde d'origine, même le restaurant qui n'existait plus mais qui servait les meilleurs biscuits de la côte. L'écouter était étrangement réconfortant, un rappel que le monde en dehors de ma douleur existait toujours. Une infirmière est entrée vers midi avec les nouvelles du jour. Mon taux de globules blancs se stabilisait. Mon incision semblait propre, et un kinésithérapeute commencerait bientôt des exercices de mouvement doux. Oh, et vos affaires ont été cataloguées, ajouta-t-elle. Votre téléphone, portefeuille, bijoux, tout ça. On les a apportés au cas où vous les voudriez. Elle me tendit un sac Ziploc. L'écran de mon téléphone était fissuré. L'impact avait dû le projeter à travers la voiture. Le métal de mes plaques d'identité était éraflé, comme si quelque chose les avait raclés. Mon portefeuille était tordu, le cuir déformé. J'ai allumé le téléphone. Des notifications ont afflué, email du travail, un spam, un appel manqué de l'hôpital lui-même. Puis un message de ma sœur. Juste 3 mots. Maman a dit non. Aucune explication, aucune inquiétude, juste ces 3 mots, froid comme une nuit de novembre. Mon estomac s'est noué. Maman a dit non. C'était sa seule contribution à mon expérience de mort imminente. Pas, ça va? Pas, on arrive. Pas même, appelle-moi, juste un verdict. Monsieur Bennett m'a regardé, lisant l'expression sur mon visage. Des nouvelles? Pas vraiment, dis-je en fixant l'écran. Juste une confirmation. Il s'adossa, soupirant profondément.
Cette fille a toujours semblé un peu trop préoccupée par les miroirs et pas assez par les gens. J'ai eu un rire douloureux. C'est une façon de le dire. Après le départ de l'infirmière, une assistante sociale a frappé et est entrée. Elle portait une planchette pleine de papier et arborait une expression qui oscillait entre le calme professionnel et une sympathie discrète. « Je suis désolée de vous déranger, dit-elle, mais je dois passer en revue les prochaines étapes de vos soins. » Bien sûr, dis-je. Allez-y, elle a expliqué le plan médical plus de scanners, quelques jours de surveillance supplémentaire, une activité physique progressivement accrue mais je sentais qu'elle tournait autour de quelque chose de plus lourd. Finalement, elle posa sa planchette sur le rail du lit. « Mademoiselle Ramirez, commença-t-elle gentiment, je ne veux pas m'immiscer dans votre situation familiale, mais il est de mon devoir de vous dire que vos parents n'ont jamais retourné nos appels. Légalement et émotionnellement, vous avez tout à fait le droit de désigner quelqu'un d'autre comme votre contact d'urgence principal. » J'ai hoché la tête lentement. Je l'ai déjà fait. Elle a souri, soulagée. J'ai entendu dire que Monsieur Bennett ici présent a été exceptionnellement coopératif et présent. Il grogna, embarrassé par le compliment. N'allez pas me faire passer pour une sorte de saint. Vous êtes mieux qu'un saint, dit l'assistante sociale avec sincérité. Vous avez été là. Ces mots ont touché quelque chose de tendre en moi, quelque chose que j'avais gardé à l'abri pendant des années. Après son départ, la pièce est devenue silencieuse. Dehors, un chariot a roulé dans le couloir. La télévision d'une autre chambre diffusait un match de football. Des décorations de fête étaient scotchées au poste des infirmières des dindes en papier avec des yeux mobiles. Vous savez, dis-je lentement, j'ai toujours pensé que le service militaire m'avait appris à me débrouiller seule, à ne compter que sur moi-même. Mais allongé ici, je ne sais pas. Peut-être que je comptais sur les mauvaises personnes sans m'en rendre compte. Monsieur Bennett a hoché la tête. Il n'y a rien de mal à compter sur les gens. Assure-toi juste que ce sont ceux qui ne te laissent pas tomber quand ça compte. Je pensais que la famille était censée être ces gens-là. Il a expiré par le nez. La famille, ça se mérite. Ça n'est pas assigné à la naissance. Cette phrase s'est ancrée profondément en moi. Plus tard dans la soirée, un médecin est entré avec une planchette encore une et s'est éclairci la gorge. Sa blouse blanche était froissée et il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. « Mademoiselle Ramirez, dit-il, nous avons besoin que vous voyiez quelque chose. » Il m'a tendu une impression. C'était une transcription de l'appel qu'il avait tenté de passer à mes parents. Les hôpitaux partagent rarement ce genre de choses, mais je pense que même lui ne pouvait supporter cette cruauté. La voix de ma mère résonnait sur la page. « Si elle meurt, prévenez-moi. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. » Les mots me fixaient, en noir et blanc, indéniable et froid. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Quelque chose en moi est devenu immobile, comme un étang qui gèle. Monsieur Bennett m'a observé attentivement. « Tu n'es pas obligé de lire ça maintenant, dit-il. »« Je dois le faire, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le pensais. « Je dois arrêter de prétendre qu'ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas, » il a hoché la tête lentement. « Alors tu es sur la bonne voie. » Au 6e jour, j'étais capable de m'asseoir avec de l'aide. Au 8e jour, je pouvais marcher une courte distance avec un kinésithérapeute pour me guider. Chaque petit pas me donnait l'impression de pousser une montagne. Mes parents n'étaient toujours pas venus, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Un jeune marin de mon unité a déposé une carte signée par mon équipe. Un couple de retraités de l'église a envoyé des fleurs. Une voisine a apporté une couverture douce. Des gens que je connaissais depuis des années, et des gens que je connaissais à peine, ont montré leur gentillesse par de petits gestes doux. Et l'homme qui me connaissait le moins a montré le plus. Chaque acte ébréchait l'histoire dans laquelle j'avais vécu toute ma vie. Le mensonge selon lequel ma valeur dépendait de personnes qui ne m'avaient jamais valorisée. Je n'étais pas encore complètement guéri. Mes côtes me lançaient encore. Mon incision tirait toujours quand je bougeais. Mon cœur se sentait encore meurtri. Mais quelque chose de nouveau avait commencé à se former en moi. Une résolution, un feu tranquille, une promesse à moi-même. Je ne le savais pas encore, mais le moment où je quitterais cet hôpital préparerait le terrain pour une heure des contes que mes parents n'avaient jamais vu venir.
La convalescence vous apprend d'étranges choses sur vous-même, comme le fait que la patience est un muscle que vous ne réalisez pas avoir jusqu'à ce que vous soyez obligé de l'utiliser. À la 2e semaine à l'hôpital, je m'étais habitué à la raideur de mes côtes, à la douleur lancinante autour de mon incision, et au l'entraînement de mes pieds alors que j'apprenais à marcher par petits pas prudents. Mais ce à quoi je ne m'étais pas habitué, c'était le silence de mes parents. Ce n'était pas l'absence de leur présence physique qui faisait le plus mal. C'était l'absence de toute reconnaissance que j'avais de l'importance. Pas un appel, pas un message, rien. Je pensais qu'on ne pouvait pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. Il s'avère que si. On peut pleurer la mère qu'on voulait, le père qu'on espérait voir se manifester, la famille dont on se disait qu'elle finirait par s'améliorer un jour. Ce jour n'est jamais venu. Le 12e jour à l'hôpital, l'infirmière a apporté un fauteuil roulant pour que je puisse visiter l'étage de rééducation. Monsieur Bennett est arrivé pile à l'heure, un journal sous le bras et un air déterminé. « Prête à faire un tour ?» demanda-t-il. « Seulement si vous promettez de ne faire la course avec personne, » dis-je en m'asseyant dans le fauteuil. « Aucune promesse, » sourit-il. « Si je vois un type avec un de ces scooters d'hôpital trafiqués, tous les paris sont ouverts. » Il m'a poussé dans le couloir, lentement au début. L'hôpital était décoré avec les restes des bricolages de Thanksgiving, des feuilles en papier, des dindes en carton, des dessins d'enfants scotchés au mur. Un groupe de bénévoles avait laissé une pile de cartes faites à la main pour les patients. Chacune signée « Joyeux Thanksgiving. Nous sommes reconnaissants pour vous. » Drôle, pensais-je. De parfaits inconnus étaient reconnaissants pour moi. Ma propre famille ne pouvait pas s'en donner la peine. Dans la salle de rééducation, une kinésithérapeute nommée Mara m'a aidé à me lever, guidant mes pas alors que je m'appuyais sur un déambulateur. Chaque mouvement donnait l'impression que quelqu'un serrait des cordes invisibles autour de mes côtes, mais j'ai tenu bon. Bien, coachait Mara, lent et contrôlé. Vous avez survécu à pire, non? Vous n'avez pas idée, ai-je marmonné. Après 30 minutes d'exercice, je me suis effondré à nouveau dans le fauteuil, essoufflé et en sueur. Monsieur Bennett m'a tendu une bouteille d'eau et s'est essuyé le front de façon théâtrale. Il a dit, rien que de regarder ça, c'était épuisant. Je lui ai donné un léger coup de coude. Vous êtes ridicule. Ridiculement encourageant, a-t-il corrigé. N'oublie pas ça. Nous nous sommes arrêtés dans la cour de l'hôpital sur le chemin du retour. La lumière d'hiver faisait briller le sentier de briques et les arbres étaient presque nus. Une brise froide caressa mon visage. L'air sentait les feuilles humides et la fumée lointaine des cheminées des maisons voisines. J'ai fermé les yeux, laissant le calme s'installer autour de moi. Je ne sais pas comment vous remercier, dis-je doucement. On ne remercie pas la famille, répondit-il. On est juste là pour eux quand c'est leur tour. J'ai ouvert les yeux. C'est ce que c'est? Une famille? Il a regardé vers les arbres. La famille, ce n'est pas le sang. C'est quiconque refuse de s'en aller. Quelque chose en moi s'est fissuré, un mélange de chagrin, de gratitude et d'un désir que je n'avais jamais admis à voix haute. Avant que je puisse dire autre chose, une voix a appelé derrière nous. Excusez-moi, mademoiselle Ramirez. Une infirmière s'est précipitée vers nous, tenant une tablette. Vous avez une demande de visite. Mon cœur a raté un battement. Juste une. Je me suis demandé si c'était eux. Peut-être enfin, après presque 2 semaines. Votre sœur, dit l'infirmière. Le souffle que j'avais retenu s'est échappé en un lent soupir fatigué. Stéphanie, bien sûr. C'était toujours elle, l'enfant en or. Celle qui ne pouvait rien faire de mal. Celle que ma mère exhibait comme on exhibe de la porcelaine fine qu'on n'utilise jamais. J'ai hoché la tête. Faites-la entrer. On m'a ramené dans ma chambre. Ma sœur était déjà là. Bras croisés, son manteau de créateur drapé sur ses épaules comme si elle posait pour un magazine plutôt que de rendre visite à sa sœur blessée. Waouh, dit-elle platement. Tu as sale mine. Contente de te voir aussi, ai-je répondu. Elle s'est assise dans le fauteuil que Monsieur Bennett utilisait habituellement. J'ai instinctivement attrapé la couverture qu'il gardait pliée dessus, comme pour préserver quelque chose de sa présence.
Maman voulait que je passe, dit-elle. Elle est très stressée. J'ai cligné des yeux lentement. Elle est très stressée. Ben ouais. Toute cette histoire lui donne une mauvaise image. Lui donne une mauvaise image. Pas, elle s'inquiète pour toi. Pas, elle se sent horriblement mal. Juste la réputation. Stéphanie a retiré une peluche sur sa manche. Tu montes les choses en épingle. Elle était en plein milieu d'un événement très important. Elle ne pouvait pas tout laisser tomber. Je l'ai dévisagé. J'étais en train de mourir, Steph. Elle a levé les yeux au ciel. Les médecins exagèrent. Tu sais comment sont les hôpitaux. Ils veulent juste des signatures. Quelque chose dans ma poitrine s'est durci. Ils ne voulaient pas des signatures. Ils voulaient le consentement pour me maintenir en vie. Maman a dit non, a agité Stéphanie d'un geste dédaigneux. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose, dis-je doucement. Elle a soufflé. Bref, elle m'a demandé de te dire que tu peux rentrer à la maison quand tu sortiras. Elle organise un brunch de Noël et veut que tout le monde ait l'air présentable. Alors, essaie de. Je ne sais pas guéri vite. Voilà encore. Ma valeur réduite à un décor. Stéphanie, dis-je, pourquoi es-tu vraiment venue? Elle a hésité. Maman et papa ne veulent pas s'occuper des factures de l'hôpital. Ils m'ont demandé si tu pouvais t'assurer que tout soit couvert par ton assurance militaire. C'est plus simple si tu t'en charges. Mon estomac s'est tordu. J'ai failli mourir, ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules. Ben, Noël approche. Pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti pour elle. Pas de jalousie, pas de désir, pas de frustration, juste le vide. J'ai besoin que tu partes, dis-je calmement. Elle a haussé un sourcil. Pardon. J'ai dit, pars. Je suis fatiguée. Waouh. Elle s'est levée, jetant son sac sur son épaule. Tu es devenue dramatique depuis que tu as rejoint la Navy. Pas étonnant que maman dise. Au revoir, Stéphanie. Quelque chose dans mon ton a dû la frapper, car elle est sortie sans un mot de plus. Monsieur Bennett s'est glissé à l'intérieur quelques secondes plus tard, comme s'il avait attendu dehors. Si mauvais que ça, demanda-t-il. J'ai hoché la tête lentement. Pire. Il a fermé doucement la porte derrière lui. Alors écoute-moi, Ellie. Tu es en train de construire une nouvelle vie maintenant, une nouvelle définition de la famille, une nouvelle estime de toi. Tu as survécu à cet accident pour une raison. Quelle raison? Ai-je demandé, me sentant petite. Pour arrêter de laisser les gens te traiter comme une note de bas de page dans ta propre histoire. J'ai senti les larmes monter, non de douleur, mais de vérité. Il a pressé légèrement mon épaule. Repose-toi maintenant. Tu auras besoin de tes forces. Tu rentres bientôt à la maison. Je ne savais pas alors qu'il avait raison. Pas seulement sur ma guérison, mais sur autre chose. Rentrer à la maison ne signifiait pas revenir en arrière. Cela signifiait aller de l'avant, vers une confrontation qui se faisait attendre depuis 12 ans. Le jour de ma sortie est arrivé avec un mélange de soulagement et de nervosité. 2 semaines et demie dans un lit d'hôpital semblait une éternité, assez longtemps pour que le ressentiment s'installe dans mes os. Assez longtemps pour que la gratitude se fasse sa propre place à côté. Mon corps n'était pas guéri, loin de là, mais mon esprit. Il semblait plus vif, plus clair, comme si quelqu'un avait pris une photo floue de ma vie et l'avait enfin mise au point. Le médecin a signé les derniers papiers, m'a remis un dossier d'instruction et a dit « Allez-y doucement ». Pas de charge lourde, pas de mouvement brusque, et absolument aucun stress si vous pouvez l'éviter. J'ai failli rire. Aucun stress. J'étais sur le point de retourner voir les 2 personnes qui avaient causé la plupart du stress que j'avais connu. Monsieur Bennett m'a poussé en fauteuil roulant jusqu'à l'entrée de l'hôpital, malgré mon insistance à dire que je pouvais marcher un peu. Pas sous ma surveillance, dit-il. Si tu tombes, ils m'accuseront, et je suis trop vieux pour affronter qui que ce soit au tribunal. Il m'a aidé à monter dans sa voiture, une vieille Buick qui sentait légèrement la menthe poivrée et le désodorisant au pain.
Pendant qu'il conduisait, il n'arrêtait pas de me jeter des regards. Nerveuse, a-t-il finalement demandé. Un peu, ai-je admis. Je retourne dans la fosse aux lions. Tu n'y retournes pas, a-t-il corrigé. Tu vas l'affronter. Grosse différence. J'ai hoché la tête, regardant les quartiers défiler, les modestes maisons de briques, les arbres nus secoués par le vent froid, les drapeaux américains pendant mollement sur les perrons. Tout semblait à la fois familier et étranger. Tu es sûre d'être prête pour ce dîner d'après Thanksgiving, demanda-t-il doucement. Je dois l'être, ai-je dit. Ils se sont assurés que toute la famille sache qu'ils géraient tout avec une telle force. Je ne laisserai pas leur version être la seule. Il a sifflé doucement. Tu as de l'acier en toi, Ellie. Ton grand-père serait fier. Le compliment m'a réchauffé malgré le nœud d'angoisse qui se formait dans mon estomac. Quand nous sommes arrivés dans l'allée de mes parents, la maison ressemblait presque exactement à mes souvenirs. Grande couronne sur la porte, bonhomme de neige gonflable déjà sur la pelouse, douce lumière jaune le long du toit. Parfait, impeccable, faussement accueillant. Une grappe de voitures bordait la rue. Oncle, tante, cousin, voisin, le public préféré de ma mère. Tu veux que je vienne avec toi? A demandé Monsieur Bennett. J'ai dégluti difficilement. Je ne sais pas, tu n'es pas obligée d'être courageuse seule, dit-il doucement. Mais cette partie, je devais la commencer moi-même. Non, dis-je finalement. Mais restez prêt, au cas où. Il a hoché la tête et est resté dans la voiture, le moteur tournant, me regardant avec des yeux inquiets. J'ai marché lentement vers la maison, chaque pas envoyant une douleur sourde dans mes côtes. Ma main a plané au-dessus de la porte une seconde avant que je la pousse. La chaleur et le bruit m'ont submergé. Bruit de vaisselle, éclats de rire, bourdonnement des conversations. L'odeur de jambon, de patates douces et de carottes glacées au sucre brun flottait dans l'air. Une scène de fête tout droit sortie d'une publicité. Et personne n'a remarqué mon entrée. Ma mère était au centre du salon, riant un peu trop fort à l'une de ses propres histoires. Mon père se tenait près de la cheminée, faisant tourner un verre de brandy. Stéphanie était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, les jambes croisées comme si elle posait pour une publicité de chaussures. Je me suis éclairci doucement la gorge. Rien. Puis un cousin s'est tourné, les yeux écarquillés. Ellie, tu marches. La pièce est devenue silencieuse, les têtes se sont tournées, les bouches se sont légèrement ouvertes. Le sourire de ma mère s'est figé avant qu'elle ne le remplace par quelque chose d'artificiel. Oh, tu es là. Bien. Bien. Entre, dit-elle en agitant la main comme si elle invitait un chien errant. Mon père a ajouté, tu as l'air bien. Tu vois, les médecins exagèrent toujours. J'ai inspiré lentement, essayant de me calmer. Je dois parler à tout le monde. Oh, pour l'amour du ciel, grogna ma mère. Tu ne peux pas garder ton drame pour plus tard? On va bientôt prendre le dessert. Ma cousine, que Dieu la bénisse, a demandé doucement, Ellie, tu vas bien? J'ai sorti de mon sac la transcription imprimée de l'hôpital. La lettre, celle que je ne voulais pas utiliser, mais que je devais. Je la tenais dans ma main tremblante. Je n'allais pas bien, dis-je. Je n'allais pas bien du tout. Ma voix s'est brisée, non de faiblesse, mais de vérité. J'ai failli mourir. Une onde de choc a traversé la pièce. Mon père a ricané. Ne sois pas théâtral. J'ai ouvert la lettre et j'ai lu à voix haute. Si elle meurt, prévenez-moi. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Un hoquet collectif s'est élevé de la foule. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Toi. Comment oses-tu apporter ça ici? Comment j'ose, ai-je répété, stupéfaite. C'est vous qui l'avez dit. Je ne l'ai pas inventé. Ce n'était pas censé être pris au pied de la lettre, a-t-elle lancé sèchement. Le médecin m'a surprise à un mauvais moment. J'étais en train de mourir, dis-je, ma voix montant malgré la douleur qui me déchirait les côtes. Il n'y a pas de bon moment pour cet appel. Stéphanie a croisé les bras. Maman était débordée. Elle avait des invités. Tante Suzanne a murmuré, des invités.
Sa fille était en chirurgie. Oncle Ray avait l'air furieux. Vous avez refusé de signer. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Les lèvres de ma mère ont tremblé. C'était chaotique. Vous ne comprenez pas, je comprends parfaitement, dis-je doucement. Je comprends parfaitement. Puis j'ai brandi la deuxième feuille, le dossier médical officiel montrant qui avait signé à leur place. Pendant que vous organisiez votre fête, dis-je, la voix plus stable maintenant, quelqu'un d'autre s'est manifesté. Quelqu'un qui me connaissait à peine. Quelqu'un qui n'a pas hésité. J'ai posé délicatement la page sur la table. Nouveau tuteur légal, Harold G. Bennett. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Tu as laissé un vieil étranger signer pour toi. C'est irresponsable. Il m'a sauvé la vie, ai-je rétorqué. Vous l'avez abandonné. La pièce est tombée dans un silence de mort. Mon père s'est éclairci la gorge. Tout cela est très dramatique, mais... Non, dis-je. Pas cette fois. Vous n'allez pas réécrire ce qui s'est passé. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Ma vision s'est brouillée, mais j'ai tenu bon. J'ai fini de prétendre que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas, la bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Mon père avait l'air furieux, non pas désolé, mais embarrassé. Stéphanie a marmonné, pourquoi tu en fais tout un plat? C'était la goutte d'eau. Parce que, dis-je, sentant ma voix se stabiliser comme une encre qui tombe, j'ai failli ne pas rentrer pour Thanksgiving. Et les personnes qui m'ont créé ont choisi une fête plutôt que ma vie. Tante Linda s'est essuyé les yeux. Ellie, ma chérie. J'ai secoué la tête. Je ne cherche pas la sympathie. J'avais juste besoin que la vérité soit entendue. Ma mère a fait un pas en avant. Et maintenant? Tu nous punis en nous embarrassant devant notre famille? Non, dis-je. Je fixe des limites. J'ai pris une profonde inspiration. À partir de maintenant, vous n'êtes plus mes contacts d'urgence. Vous n'êtes plus mes décideurs. Vous n'êtes plus les personnes sur qui je compte. Ce rôle appartient à quelqu'un qui l'a mérité. J'ai senti la présence de Monsieur Bennett derrière moi. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner pour savoir qu'il était entré. Sa force tranquille a rempli la pièce comme une lumière chaude. Ma mère s'est tournée vers lui, la voix sèche. Vous n'aviez aucun droit. Il l'a interrompu d'un ton calme et régulier. J'avais tout à fait le droit de sauver une femme bien quand sa propre famille ne levait pas le petit doigt. Le visage de ma mère est devenu rouge. Je me suis redressée. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour clore un chapitre. La pièce a retenu son souffle. Je rentre à la maison, dis-je, chez moi. Et pour la première fois de ma vie, quitter cette maison ne ressemblait pas à une fuite. C'était comme marcher vers moi-même. Il y a quelque chose d'étrangement libérateur à sortir de la maison où l'on a grandi et à réaliser, peut-être pour la première fois, qu'elle ne possède plus aucune partie de vous. Ni votre peur, ni votre valeur, ni votre culpabilité, juste des souvenirs. Et les souvenirs peuvent être réécrits par la vérité. La vérité est le choix. L'air froid m'a frappé le visage dès que je suis sortie. J'ai inspiré profondément, grimaçant à la douleur dans mes côtes, mais me sentant plus vivante que jamais. Les voix étouffées à l'intérieur, les chuchotements paniqués de ma mère, les excuses sournoises de mon père, les murmures incrédules des proches se sont estompés derrière la porte, comme le bruit de fond d'un spectacle que je n'avais plus besoin de regarder. Monsieur Bennett attendait sur le porche. Il m'a fait un petit signe de tête, comme pour me demander « Tu es sûr ?» J'ai acquiescé, plus sûr que jamais. Il m'a offert son bras, non pas parce que j'avais l'air faible, mais parce qu'il comprenait ce que le soutien signifiait vraiment. Je l'ai pris, et ensemble, nous avons marché jusqu'à sa voiture. Une fois à l'intérieur, j'ai expiré d'une voix tremblante. Eh bien, dis-je, ça s'est passé exactement aussi mal que prévu. Il a gloussé. Ça aurait pu être pire. Personne n'a jeté de sauce au canneberge. J'ai ri, puis j'ai grimacé. Ne me faites pas rire. Mes côtes vous détestent. Il a démarré le moteur. Tes côtes me pardonneront. Pas sûr que tes parents se pardonneront à eux-mêmes, par contre.
J'ai regardé par la fenêtre alors que nous nous éloignions. Ils vont déformer l'histoire. Ils le font toujours. Dans une semaine, ils auront une toute nouvelle version. Quelque chose comme Ellie a fait une scène parce qu'elle était émotive à cause de l'anesthésie. Il m'a jeté un regard en coin. Est-ce que tu te soucies de l'histoire qu'il raconte? Je me suis surprise par ma propre réponse. Non, dis-je. Plus maintenant. Monsieur Bennett a insisté pour que je reste chez lui quelques jours, jusqu'à ce que je me sente assez forte pour retourner à mon logement sur la base. J'ai d'abord résisté, ne voulant pas m'imposer, mais il a balayé toutes mes protestations d'un revers de main. Tu crois que je vais te laisser seule après tout ça, a-t-il ricané. Tu resteras dans la chambre d'amis. Le pire que tu auras à supporter, ce sont mes ronflements. Sa maison était petite, chaleureuse et remplie de choses qui avaient un sens, des photos encadrées de ses années de service, une étagère de vieilles casquettes de la Navy, un fauteuil qui semblait avoir survécu à 3 décennies de matchs de football. Pendant que je m'installais dans la chambre d'amis, il a mis une marmite de ragoût sur le feu et a fredonné un vieil air. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, quelque chose de douloureusement tendre. C'était ça, un foyer. Pas des décorations coûteuses, pas une table parfaitement dressée, pas des façades prêtes pour les photos, juste de la présence, juste de l'attention. Et ça m'a frappé. Je n'avais jamais connu ça sous le toit de mes parents. Plus tard dans la soirée, il a frappé à ma porte. Ça te dérange si je te tiens un peu compagnie? Bien sûr que non, dis-je. Il s'est assis prudemment sur le bord d'une chaise voisine. J'ai quelque chose pour toi. Il m'a tendu un petit morceau de métal usé. Je l'ai reconnu instantanément. Un jeton de défi militaire, mais pas n'importe lequel. Celui de mon grand-père. Vous l'avez gardé, ai-je soufflé. Je l'ai porté sur moi depuis la Corée, dit-il. Ton grand-père me l'a donné après une sale mission. Il m'a dit que si jamais je trouvais les siens, je devais veiller sur eux. J'ai dégluti difficilement. Il l'a dit, et il le pensait aussi. Il m'a regardé avec des yeux doux. Et je pense qu'il voudrait que tu l'aies maintenant. J'ai refermé mes doigts sur le jeton, sentant le poids d'un héritage et d'un amour dont j'ignorais l'existence. Merci, ai-je murmuré. Il a souri. On prend soin des nôtres. Les jours suivants ont été calmes, mais réparateurs. J'ai fait de lentes promenades dans son jardin, respirant l'air vif. Je me suis assise à sa table de cuisine pendant qu'il lisait le journal à voix haute. J'ai même souri, vraiment souri, quand il a crié après la télévision pendant un match de football, comme si les joueurs pouvaient l'entendre. Mais ma paix n'a pas duré. Le matin du 4e jour, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec le numéro de ma mère. Monsieur Bennett m'a regardé. Tu n'es pas obligé de répondre. Je pense que je devrais, dis-je. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. La voix de ma mère a éclaté immédiatement, aiguë, frénétique, défensive. Éléanore, je n'arrive pas à croire ce que tu nous as fait. Sais-tu les appels que nous recevons, les messages, l'embarras? Ta petite scène nous a humiliés devant toute la famille. Je n'ai absolument rien ressenti. Maman, dis-je calmement. J'ai dit la vérité. Tu as étalé des affaires familiales privées. Vous avez refusé d'autoriser une opération vitale. Ce n'est pas la question, a-t-elle lancé. Tu aurais dû nous donner une chance de nous expliquer. Expliquer quoi, ai-je demandé, la voix stable. Qu'une collecte de fonds était plus importante que votre fille qui se vidait de son sang. Silence. Puis elle a sifflé, ton père et moi exigeons que tu retires ce que tu as dit. Non. Son souffle s'est coupé. Pardon. Non, ai-je répété. Je ne protège plus votre image. Je me protège, moi. Tu es dramatique, a-t-elle crié. Et tu es cruel. Sa voix a vacillé, des fissures se formant dans sa performance. Tu ne comprends pas à quel point cette nuit a été stressante. J'ai eu envie de rire. Je comprends parfaitement. Vous étiez dérangé. J'étais en train de mourir. Elle a ricané, mais j'ai entendu quelque chose en dessous, de la panique. J'ai besoin que tu rentres à la maison, dit-elle soudainement.
Nous organisons un brunch de Noël. C'est important. Je ne suis pas votre centre de table, ai-je répondu. Je ne suis pas une décoration que vous accrochez quand ça arrange votre image. Tu es notre fille. Non, dis-je doucement. Je suis votre fille par l'ADN, c'est tout. Elle a eu un hoquet. Tu choisis ce vieil homme plutôt que nous. J'ai regardé Monsieur Bennet, qui faisait semblant de ne pas écouter, mais dont les yeux brillaient d'inquiétude et d'une sorte de fierté. Je choisis la personne qui a été là, dis-je. J'ai mis fin à l'appel, bloqué le numéro, et suis restée assise, respirant difficilement. Monsieur Bennet a hoché la tête lentement. Bien, dit-il. Parfois, fermer une porte est le seul moyen de garder le froid à l'extérieur. J'ai souri faiblement. Vous venez d'inventer ça? Non, a-t-il souri en coin. C'était dans un biscuit chinois une fois. J'ai ri, et étonnamment, ça n'a pas fait mal. Une semaine plus tard, mon médecin m'a autorisé à retourner à mon logement sur la base. Mon corps guérissait, mais quelque chose de plus profond avait guéri plus vite. La partie de moi qui croyait que l'amour devait se mériter en souffrant. Le jour où j'ai fait mes bagages, Monsieur Bennet a insisté pour m'aider, même si je pouvais gérer la plupart des choses moi-même. « Tu es sûr que ça ira ?» demanda-t-il. « Oui, dis-je. Et je ne disparais pas. Vous êtes coincé avec moi, que ça vous plaise ou non. » Il a souri. « Tant mieux. Je me suis attachée à ta grande gueule. » Quand il m'a serré doucement dans ses bras, en faisant attention à mes côtes, j'ai senti quelque chose se mettre en place. La famille, ce n'était pas qui vous élevait. La famille, c'était qui restait à vos côtés quand le sol se dérobait. Je ne savais pas ce qui m'attendait ensuite, ce que Noël apporterait, ce que mes parents pourraient dire, ou si une réconciliation était possible. Mais je savais ceci, je n'étais plus la fille qui avait besoin de leur approbation. J'étais la femme qui avait survécu sans elle. Et plutôt que quiconque ne s'y attendait, l'heure des comptes n'était pas tout à fait terminée. Ce Noël-là ne ressemblait en rien aux cartes de vœux glacées que ma mère avait l'habitude d'envoyer. Pas de tenues assorties, pas de photos mises en scène devant la cheminée, pas de longues lettres sur notre famille si réussie. Juste mon petit appartement de Norfolk, un sapin en plastique bon marché, des assiettes en carton, et un marin à la retraite qui marmonnait à propos des lumières. 2 marins de mon unité qui n'avaient pas les moyens de rentrer chez eux sont venus. Ainsi qu'une voisine veuve qui passait habituellement les fêtes seule. J'ai cuisiné ce que mon corps en convalescence pouvait gérer. Un petit jambon, de la farce en boîte, de la sauce au canneberge en conserve, une tarte à la citrouille avec une fissure au centre. Ce n'était pas impressionnant. C'était honnête. Nous nous sommes entassés autour de ma petite table bancale. Quelqu'un avait planté un minuscule drapeau américain dans un pot dans un coin. La pièce sentait la cannelle, le jambon et le pain artificiel. L'un des marins, Parker, a levé son gobelet en plastique. « Au lieutenant Ramirez, dit-il. La femme la plus coriace que je connaisse. » J'ai secoué la tête. La flatterie ne t'exemptera pas de l'entraînement physique. Puis Monsieur Bennet a levé sa tasse. « À Ellie, dit-il, la voix rauque mais stable. La preuve que le sang peut commencer une famille, mais qu'il n'est pas obligé de la finir. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti mes yeux me piquer. À la famille de cœur, ai-je réussi à dire. Aux gens qui sont là quand ça compte. Nous avons trinqué. Pendant un moment, j'ai juste regardé leur visage, fatigué, gentil, un peu maladroit, et j'ai réalisé que ce petit cercle ressemblait plus à un foyer que la grande maison de mes parents ne l'avait jamais fait. Après le départ de tout le monde, l'appartement est devenu silencieux. Je me suis assise sur le canapé avec une couverture sur les genoux. Monsieur Bennet a pris le fauteuil, la télévision diffusant un vieux film en noir et blanc. Les lumières de Noël clignotaient paresseusement sur le sapin de travers. Il s'est éclairci la gorge. « Tu sais, dit-il, un de ces jours, tes parents appelleront peut-être. La culpabilité est une chose tenace. » Je sais, dis-je. Qu'est-ce que tu feras s'ils le font? J'ai fait tourner le jeton de défi de mon grand-père dans ma main, sentant les bords usés. J'ai fini de leur courir après, dis-je. Si nous nous reparlons un jour, ce sera sur un pied d'égalité.
J'ai ma propre table maintenant. Il a hoché la tête. Bien. C'est aussi ce que porter cet uniforme est censé t'apprendre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré sur la table d'appoint. Numéro inconnu. Spam, a-t-il demandé. Peut-être, dis-je. Peut-être mon passé. J'ai répondu et mis sur haut-parleur. Allô? C'était mon père. Ellie, dit-il. C'est moi. Pour une fois, j'ai laissé le silence s'installer. On a entendu dire que tu ne passais Noël avec personne, a-t-il poursuivi. Ta mère pensait que tu voudrais peut-être passer. J'ai regardé autour de moi la vaisselle sale, les restes de tarte, le sapin bon marché, le vieux marin qui me regardait comme s'il soutiendrait n'importe quel choix que je ferais. Je ne suis pas seule, dis-je. J'avais des gens ici. On vient de finir de dîner. Oh, dit-il, déconcerté. C'est bien. Il s'est éclairci la gorge. Ta mère n'est plus elle-même. Ça a été très dur pour elle. Le même vieux refrain. Papa, dis-je doucement. J'ai failli mourir. La ligne est restée silencieuse. L'hôpital vous a appelé, ai-je continué. Vous avez tous les deux refusé de signer. Vous n'êtes pas venus. Vous avez choisi une fête plutôt que votre fille. Je ne dis pas ça pour te faire du mal. Je le dis parce que c'est vrai. Il a laissé échapper un souffle tremblant. Je n'ai pas d'excuse, dit-il enfin. Je t'ai laissé tomber. L'entendre ne ressemblait pas à une vengeance. C'était comme se tenir dans les ruines et enfin nommer ce qui s'était brisé. Oui, dis-je, stable. C'est ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il murmuré. On ne répare pas ça avec un appel ou un brunch, ai-je répondu. Si vous voulez un jour une relation avec moi, ça commencera par être présent, discrètement, régulièrement. Sans public, sans mise en scène. Il a fait une pause. Je ne sais pas si ta mère en est capable. Alors peut-être que ça doit commencer par toi, dis-je. Une autre pause. Serais-tu prêt à ce qu'on se reparle un de ces jours? Juste toi et moi. Sans promesse, juste parler. La jeune fille que j'étais aurait sauté sur l'occasion. La femme qui tenait le téléphone maintenant devait mieux à cette fille. J'y réfléchirai, dis-je. Mais je ne retournerai pas à l'ancien schéma. Je ne serai pas votre accessoire. C'est juste, dit-il doucement. Joyeux Noël, ma grande. Le surnom me touchait encore. Cette fois, j'y ai répondu d'égal à égal. Joyeux Noël, papa, dis-je. Bonne nuit. J'ai mis fin à l'appel. J'ai attendu la secousse familière, la culpabilité, l'envie de rappeler. Elle n'est pas venue. À la place, je me suis sentie stable, pas finie, pas guérie, mais debout sur mes deux pieds. Tu as bien fait, a dit Monsieur Bennett. Je ne sais pas si je lui ai pardonné, ai-je répondu. Le pardon est un chemin, dit-il. Ce soir, tu as fait un pas. C'est amplement suffisant. J'ai regardé les lumières clignotantes, le jeton dans ma paume, l'homme qui avait signé pour ma vie comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mes cicatrices me faisaient encore mal, mais elles ne me définissaient plus. Elles faisaient juste partie de la carte qui m'avait mené ici. Les gens pensent que la vengeance n'est que feu et porte qui claquent. Peut-être que parfois, c'est le cas, mais ma vengeance s'est avérée plus silencieuse. Ma vengeance, c'était d'apprendre à bien vivre malgré tout. C'était de construire une vie où le pire choix de mes parents n'aurait pas le dernier mot. C'était de choisir des gens qui se présentaient dans les couloirs d'hôpitaux et les appartements exigus, pas seulement sur les photos de vacances. C'était de devenir le genre d'adulte dont mon moi plus jeune avait besoin, même si mes parents ne changeaient jamais. Alors, si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble inconfortablement familier, écoutez bien, vous avez le droit de choisir votre famille. Vous avez le droit de fixer des limites avec les personnes qui continuent de vous faire du mal, même si elles partagent votre nom de famille. Vous avez le droit de dire « c'était mal » et de laisser tout de même une petite porte ouverte pour quelque chose de mieux. Et si quelqu'un est discrètement intervenu quand d'autres se sont éloignés, un voisin, un enseignant, un ami, un vétéran bourru, ne prenez pas cela pour acquis. Appelez-les, remerciez-les.
Si vous souhaitez entendre d'autres histoires sur l'honneur, les choix difficiles et les familles que nous nous construisons, vous pouvez vous abonner. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, ou revenez simplement pour la prochaine histoire. Merci d'avoir passé ce temps avec moi.